Tout d'abord, merci pour, la proposition de venir, m'entretenir avec vous et merci pour le propos de Damien en introduction qui, effectivement va contraster fortement avec le mien parce que je vais partir de quelque chose de très petit qui est à l'origine finalement de mes travaux, c'est-à-dire le rapport aux insectes. Faut savoir que j'ai fait ma thèse, sur, comment vivre avec le cafard, donc l'animal, dans les villes, dans des espaces extrêmement urbanisés, et j'ai récemment travaillé beaucoup sur la question de la mise à mort des animaux, et comment on les tue et notamment les insectes d'ailleurs. Et puis nous avons également un programme dans les cours d'école de la ville de Paris, pour voir comment, avec la désimperméabilisation des sols finalement, comment les enfants réagissent à la présence de cette microfaune, de ces petites bêtes comme on dit pour, en parler avec eux. Et donc, on voit bien là, avec les insectes, qu'on a un exemple, de vie en commun, qui pose des tas de questions, qui n'est pas la même chose que de vivre avec un chien, un chat ou encore un animal, qu'on a choisi d'amener dans son espace ou des plantes qu'on a choisi d'amener dans son espace. On a là des espèces très étrangères à nous et qui posent, plein d'interrogations. Donc, voilà pour, dire mon point de départ, et un point de départ qui m'a conduit à réfléchir tout d'abord aux questions d'éthique environnementale, c'est-à-dire des règles de comportement qu'on peut avoir vis-à-vis de l'environnement. Et dans le cadre de cette réflexion, c'est une réflexion, que j'avais publiée dans Multitude, dans un dossier qui s'appelait «Parler nature» hein, en 2013 ou même avant, je crois. J'avais fait ressortir que ces alliances, êtres, humains-animaux, notamment dans les villes, pouvaient être décrites par, une éthique du care, une éthique du soin, un souci de justice à l'égard, du monde animal. Cependant, c'est ce que j'écrivais à l'époque, ne pouvait se limiter à une éthique du care, c'est-à-dire à une éthique du soin, puisque le soin, est-ce qu'on prend soin du cafard? Est-ce qu'on prend soin d'espèces qu'on trouve parfaitement répugnantes, dans les espaces intimes? Et pourtant, certaines de ces espèces, voire toutes, sont absolument indispensables à la qualité des écosystèmes. Donc, ça posait des questions quant à comment pouvons-nous choisir ce dont nous prenons soin plutôt que quelque chose, au nom de quelle justice, au nom de quel raisonnement scientifique, sensible, éthique? Et pour le coup, j'ai essayé de travailler sur des manières de penser ces règles de comportement à l'égard du monde vivant autour de nous, y compris dans les territoires, puisque je suis une géographe, comme vous l'avez rappelé, et très fortement liée à la question concrète de nos liens. Comment peut-on penser cette relation de manière englobante, de telle façon à inclure, par exemple, la préservation des insectes, y compris de ceux qu'on trouve parfaitement, désagréables ou dégoûtants? Voilà. Alors, du coup, j'avais, et bien sûr que cette réflexion, elle accompagne l'idée que la disparition de la biodiversité qu'on constate aujourd'hui pose une question morale d'ensemble. Ça, je le répète, je ne comprends pas des fois, je suis très étonnée de voir à quel point cette disparition nous fait peu souffrir collectivement, humainement. Je veux dire, pour moi, elle est d'une telle ampleur qu'elle pose des questions morales absolument insondables et je ne sais pas comment y répondre, hein, sur le plan de voilà, comment fait-on face à un écocide de cette ampleur en restant et en se regardant dans la glace? Enfin, moi, quand je me regarde dans la glace, je me dis: «C'est ça d'être humain», voilà et je suis face à ce caractère extrêmement destructeur de ce qu'est être humain et ça me pose des questions d'éthique et morale, qui sont effectivement très importantes. Donc, par rapport à ça, je me suis mise à la recherche d'une éthique ou d'une réflexion sur ces questions de justice qui permettent, d'ouvrir le champ de la réflexion, à la fois morale, éthique, à un partage, de l'espace entre les êtres vivants, y compris les insectes. Donc, voilà, pour moi, il s'agit de passer d'une éthique de la responsabilité à une éthique fondée sur le respect des formes de vie dans leur diversité. Donc ça, c'est un peu le résumé de mon propos. Je voudrais quand même citer un auteur, qui pour moi, par sa langue aussi,
est fondamentale, c'est Michel Serres, et vous rappelez ce qu'il a dit en 92 dans le contrat naturel, donc je le cite: Retour donc à la nature, cela signifie, deux points, au contrat exclusivement social, ajouter la passation d'un contrat naturel de symbiose et de réciprocité, où notre rapport aux choses laisserait maîtrise et possession pour l'écoute admirative, la réciprocité, la contemplation et le respect, où la connaissance ne supposerait plus la propriété ni l'action la maîtrise, ni celle-ci leur résultat aux conditions excrémentielles, contrat d'armistice dans la guerre objective, contrat de symbiose. Et il ajoutait: le symbiote admet le droit de l'autre, alors que le parasite, notre statut actuel, à nous, êtres humains, condamne à mort celui qu'il pille et qu'il habite sans prendre conscience qu'à terme, il se condamne lui-même à disparaître. Donc, je trouve que c'est une citation qui résume tout à fait les enjeux actuels. Donc, je vous l'ai dit, j'ai ouvert mon propos par un petit résumé de là où je vais essayer de vous amener. Donc, dans un premier temps, je m'étais occupée de l'éthique du Caire. On y reviendra, hein, notamment, puisque cette éthique du Caire, elle promeut l'engagement envers le proche, elle promeut la responsabilité et les liens humains plutôt que le droit et les règles. Elle est liée à des circonstances concrètes, c'est-à-dire que c'est une éthique qui promeut la prise en charge de ce vivant autour de nous, y compris du vivant fragile que nous sommes, nous les êtres humains, dans des circonstances concrètes. C'est une éthique féministe, hein, bien évidemment, donc qui est très liée finalement au métier que les femmes ont en société, notamment de prise en charge des plus fragiles, des plus âgés. Et donc, je m'étais fondée sur cette éthique du care pour essayer de penser cette relation au vivant. Alors, ce qui est important par rapport à cette éthique du care encore, c'est que, outre d'être concrète, de dessiner des façons d'être et de n'être pas abstraite, eh bien, elle conduisait à valoriser les situations elles-mêmes plutôt que leurs résultats. Par exemple, si on parle de la transformation d'une rivière par des opérations collectives d'entretien, eh bien, ce n'est pas tant le résultat qui compte que l'opération elle-même qui permet aux gens d'apprendre collectivement à se soucier de l'environnement et à coordonner leurs gestes pour le sauvegarder. Donc, c'est une éthique qui promeut d'une certaine manière la façon dont on a d'apprendre collectivement cette prise en charge de l'environnement. Mais dès ce moment, je trouvais que le souci de justice à l'égard du monde animal ne pouvait être limité à une éthique du care. Alors, pourquoi? J'ai d'abord dit que cette éthique du care, elle ne prenait pas forcément en charge la question des insectes, de tout ce qui nous répugne. On accepte de prendre en charge un certain nombre d'êtres vivants, mais on a tendance à discriminer sauvagement sur nos balcons, dans nos jardins, dans notre domesticité, tout ce qui nous répugne. Là, je suis en conversation avec une énorme araignée dans mon appartement parisien. Je la regarde, on se regarde. Bon, j'ai quelques répugnances, hein, je vois parce que je lis beaucoup de livres là-dessus et j'entends des collègues qui disent: «J'ai pris une mygale dans ma main». Je pense que je n'en suis pas là. Donc ça provoque encore chez moi des répugnances, mais j'ai décidé la trêve. Donc voilà, je fais en sorte d'opérer cette trêve jusqu'au bout. Mais il n'empêche qu'une éthique du care, ce n'est pas forcément la bonne façon d'entrevoir ces rapports au vivant. En outre, une éthique du care, ça repose sur l'idée finalement que cette nature serait sans défense, sans force, sans puissance propre. Là, je renvoie à des travaux, hein, je les ai découverts récemment d'une certaine manière. Donc, l'éthique du care, elle a été pensée dans un contexte où des personnes prenaient en charge d'autres personnes eu égard à leur vulnérabilité. Or, la nature n'est pas que vulnérable, elle est également puissance d'agir, puissance d'être, elle est finalement ce que nous sommes, y compris dans la maladie.
Si vous pensez, par exemple, à la manière dont nos corps sont malades, et je pense aux maladies chroniques, par exemple, vous voyez bien que c'est aussi une forme d'affirmation, de résistance du biologique à l'égard de certaines pollutions qu'on lui fait subir. Donc, d'où la difficulté la double difficulté finalement de penser à partir d'une éthique du care, la question du vivant. Heu, bon, je cherchais donc dès alors une justice animale ou une justice du vivant qui permette de rendre compte des interdépendances des êtres vivants à l'œuvre. Je voudrais citer ces travaux de scientifiques, hein, qui rendent compte de la manière dont les insectes sont essentiels au bon fonctionnement de tous les écosystèmes, qui pollinisent les plantes, qui recyclent les nutriments, qui servent de nourriture de base aux autres animaux et dont on sait pertinemment dès aujourd'hui que leur disparition aura des conséquences catastrophiques à la fois pour les écosystèmes de la planète et pour la survie de l'humanité. Il faut savoir que les insectes contribuant à la chaîne trophique, à la chaîne de nourriture, en fait, d'alimentation des vivants les uns avec les autres et par les autres, eh bien, beaucoup des autres animaux, notamment les oiseaux, dont on assiste à une baisse majeure des populations, eh bien, vont également disparaître. Alors, si pas d'éthique du care, je m'étais tournée vers l'éthique environnementale. Et notamment, il y a eu tout un courant autour de ça sur l'éthique des vivants animaux. Or, je pense par exemple aux travaux de Singer, bon, ce qu'on se constate par rapport à ça, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'exemple des insectes, c'est que les animaux qu'on veut le plus protéger, c'est souvent les animaux les plus proches des êtres humains. Je pense par exemple, naturellement, aux grands gorilles, par exemple, mais on peut penser aussi aux phoques. Et il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré que si on était si sensible aux phoques, c'est aussi parce qu'ils avaient des grands yeux comme les bébés et que du coup, ce qu'on discernait en termes esthétiques parmi les animaux qu'on voulait protéger, c'était finalement ce qui était le plus proche de ce qui nous attendrissait comme caractéristique physique chez les êtres humains. Donc, encore une fois, une manifestation que nos éthiques ont une grande difficulté à se décentrer, finalement, à opérer un décentrage par rapport à ce qui nous intéresse. Et du coup, je vais tenter de